Bonjour André Hurst. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez toi aujourd'hui pour cet entretien. Tu as été professeur de langue et littérature grecque pendant 26 ans à l'Université de Genève, doyen de la Faculté des Lettres, puis recteur de l'Université de Genève. Nous allons évoquer tout cela dans quelques instants, mais avant, si tu le permets, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours, ton cheminement, et aussi d'où te vient cet intérêt pour le grec ? J'en parle très volontiers parce qu'il y a eu un hasard très curieux qui fait qu'un personnage qui se prénommait Ulysse, qui n'est pas Ulysse de l'Odyssée, mais qui était mon maître d'école primaire, Ulysse Magnona, a joué le rôle suivant. C'est lui qui a dit à mes parents, mon père était ouvrier, travaillait chez Tavaro à la fabrication des machines à coudre, Elna, et il lui a dit « Votre fils, il faut l'envoyer au collège ». Ce n'était pas l'intention dans mon quartier de Châtelaine, on n'allait pas au collège. Ulysse Magnona a insisté, et c'est comme ça que ça a commencé, et que je me suis trouvé pris dans un engrenage qui m'a fait faire du grec. J'ai découvert le grec parce que ça faisait partie du programme à l'époque, hein. On ne choisissait pas, mais étant donné les moyennes, on vous disait, avec ces moyennes-là, vous allez en classique, avec ces moyennes-là, vous allez en scientifique. Et donc moi, j'ai été comme ça parmi ceux qu'on a envoyés en classique, et j'ai découvert le grec à cette occasion-là. Et alors, le grand éblouissement de ma vie, ça a été la lecture du Gorgias de Platon. Non seulement Platon, mais la thématique du Gorgias. Donc c'est là que je me suis dit, au fond, je ne veux jamais perdre contact avec ce mode de pensée, ce mode de parler aussi, cette précision et cette élégance du langage qu'il y a là-dedans. Quoi que je fasse dans la vie, je continuerai à lire du grec, et en particulier Platon. Puis j'ai commencé des études à l'université, et bien entendu j'ai choisi le grec. Et de fil en aiguille, ce que j'avais conçu comme une espèce de passion à côté du métier, c'est devenu mon métier. Donc je suis parmi ces gens incroyablement chanceux qui ont pu gagner leur vie avec ce qui les passionnait. Mais justement, cette recherche, tu nous parlais des poètes hellénistiques, mais si je ne me trompe pas, tu as aussi publié des manuscrits, enfin des papyrus de la Fondation Bodmer. C'est quand même une grosse partie de ce travail de recherche, de publication. Est-ce que là, tu peux aussi peut-être nous en parler ? Les papyrus, si vous voulez, on a ou on n'a pas la chance de tomber dessus, hein. Là aussi, c'est une chance extraordinaire qu'on ait ces collections et que j'ai pu, par conséquent, être sollicité pour les publier. Dans le cas, je parlerai du plus gros morceau qui a été ce Codex des Visions. Il s'agit d'un texte assez fou. À l'époque des premières persécutions, donc, du IIIe siècle de notre ère, on a vu, ou de la première rivalité entre les chrétiens et la religion traditionnelle, on a vu les chrétiens chercher à faire une littérature chrétienne pour laquelle ils empruntaient les beautés de la littérature païenne. Alors on a refait en vers homérique des passages de l'Ancien Testament, on a fait en forme pindarique des psaumes de David, etc. Et là, dans ce codex, on a des poèmes à sujet chrétien et écrits en vers homérique. Donc c'est intéressant pour un éditeur, et d'autant plus difficile que ces gens connaissaient mal la versification homérique. Et que donc, vous voyez, quand vous avez un trou quelque part, vous avez tendance à mettre quelque chose qui va jouer en fonction de la stricte métrique homérique. Mais eux, ils auraient pu mettre autre chose, puisque eux la pratiquaient pas correctement. Donc vous vivez un peu comme ça, sur la marge de deux mondes. Vous avez la référence classique qui est la leur et la vôtre, et puis vous avez l'usage qu'ils en font, et que vous devez essayer de pister, comme ça, un petit peu à travers les erreurs qu'ils ont faites, pour essayer de trouver ce que ça voulait dire. Tu fais toujours beaucoup de rapports entre la littérature grecque, la littérature plus récente, mais ce grec, sa place maintenant, est-ce que tu as vu des développements dans la façon de l'enseigner, ou bien dans sa place aussi au sein de l'université, de la faculté déjà de l'université, mais aussi de la société? Est-ce qu'il y a des changements depuis que tu l'as commencé à l'étudier et maintenant? Alors heureusement, les universités sont des institutions qui bougent. Elles ne bougent pas seulement en tant que telles, mais chacune de leurs parties bouge. Alors ça va de soi que le grec tel que je l'étudiais à l'époque où c'était Olivier Reverdin qui nous l'enseignait, et puis ce qui se passe aujourd'hui, ça se ressemble parce que l'objet
est bien le même. Mais cet objet a bougé. On a appris beaucoup de choses depuis. Le mycénien, les papyrus apportent continuellement des nouveautés. Et ici, c'est un de nos prestigieux collègues, Jean Piaget, qui a écrit un livre sur le structuralisme, dans lequel il dit, au fond, la connaissance n'avance pas par addition. Mais chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, ça vous oblige à revoir tout ce que vous croyez savoir avant. Tu dis que pour toute ta génération, le grec était obligatoire. On sait qu'il y a eu beaucoup de transformations dans l'enseignement du grec au collège. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution, vu que maintenant, en fait, le grec est devenu une branche à option, il n'y a plus de maturité de type A comme il y avait avant? Il y a une pression à la facilité, il faut dire. Alors, les mathématiques, évidemment, sont dans le viseur, parce que c'est quelque chose de relativement exigeant. Et puis les langues anciennes, parce que c'est clair que c'est relativement exigeant. Et puis que, comme on dit, ce n'est pas une langue que vous pourrez parler. Pourquoi vous apprenez pas le russe plutôt que d'apprendre le grec ancien? Eh bien non, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on aurait l'idée de dire à quelqu'un qui fait du jogging, montez dans ma voiture, vous serez plus vite rendu? Non, s'il fait du jogging, ce n'est pas pour aller d'un lieu à l'autre. C'est parce qu'il veut préparer son corps à faire autre chose, se maintenir. C'est la même chose avec les langues classiques, on ne les apprend pas pour les parler, mais parce que c'est un exercice de sa pensée qui en plus nous met en contact avec notre propre passé culturel. Parce qu'on pourrait dire l'arabe classique pourrait faire l'affaire si on veut, mais ce n'est pas le même passé culturel. Là, on touche vraiment les fondements. Je reviens rapidement à ces 2300 ans d'Antigone. On revient à ce qui est le fondement de notre société. Et ma foi, celui qui ne connaît pas le passé, il se condamne à le refaire dans l'avenir. Donc, autant le connaître aussi bien que possible. Donc, ça, c'est la première observation. La deuxième, dans la ligne de ce qu'a dit Starobinsky, c'est que quand on enseigne la langue, quelle qu'elle soit, pas seulement maintenant le grec ou le latin, la langue et pas la civilisation ou la culture. Quand on enseigne la langue, c'est un procédé démocratique, parce que c'est donner à l'élève les moyens d'aller voir par lui-même. On ne va pas lui dire « c'est génial, le 5e siècle athénien, etc. » Bon, il enregistrera peut-être qu'il aura l'idée de lire des traductions, il n'aura jamais les moyens d'aller voir par lui-même ce qui a vraiment été dit dans une langue qui ne correspond pas à nos catégories, où se disent des choses qui sont très difficiles à traduire, mais il a les armes. Avant de terminer cet entretien, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une vision, en tout cas ton point de vue, sur l'avenir de ta discipline, du grec, mais pas seulement, aussi de ce qu'on appelle les humanités, aussi dans le contexte actuel, très, très marqué économiquement, politiquement, de la situation des universités, que ce soit en Suisse ou dans le reste du monde? Surtout ce que je souhaite pour l'université, et j'ai bon espoir, c'est qu'elle continue à être ce lieu de la société où on invente une vie meilleure. Bergson dit la société ne veut pas seulement vivre, elle veut bien vivre. Et l'université est au fond ce lieu prévu dans les lois de Platon par le conseil nocturne. C'est ces gens qui inventent un avenir meilleur. Pour inventer un avenir meilleur, il faut voir où sont les problèmes, il faut prévoir les problèmes, il faut trouver des solutions aux problèmes qui sont là, et alors ça va se tirer de toutes sortes de disciplines. Le grec là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une question. Eh bien, il va continuer à participer à ce mouvement. Et par exemple, pour donner un exemple tout à fait concret, on avait prévu pour les étudiants de médecine une formation aux parties du corps en grec et en latin pour tous ceux qui ne l'avaient pas fait. On va continuer à étudier la médecine, on va continuer à avoir besoin de ça, mais plus largement, je dirais, si on prend l'anthropologie, si on prend l'économie, si on prend l'histoire des sciences, on va continuer à avoir besoin des langues anciennes, pas seulement celles de l'Europe. La Chine, le monde arabe sont concernés tout aussi bien par ces domaines-là, et il ne faudrait pas que les Européens se coupent tout à coup d'une de leurs ressources importantes, qui est leur culture de leur passé commun. Eh bien, merci. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien et je te remercie encore de nous avoir accueillis chez toi. Merci d'être venu jusqu'ici.